Luc Michel, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche encore pour partager avec nous le débat panafricain. Bonjour à vous Bachir, c'est toujours un bonheur de vous retrouver aux commandes de cette grande émission phare qu'est le débat panafricain. Bonjour à tous les panélistes et surtout bonjour à nos centaines de millions de téléspectateurs. Je sais qu'ils sont nombreux à attendre le dimanche ce qu'ils appellent le festin panafricain et c'est un bonheur pour moi aussi de les retrouver. Luc Michel, les médias bruissent sans fin des nouveaux accords de Minsk sur l'Ukraine. On y souffle du chaud comme du froid. Comment analysez-vous correctement donc ces accords et la situation réelle en Ukraine et au Donbass? Bachir, rendre intelligible ce qui s'est passé à Minsk n'est pas évident. La clé, elle nous a été donnée par Vladimir Poutine lui-même. Il y a maintenant quelques mois, lors de son fameux discours-programme au Club Valdaï, il avait expliqué que la diplomatie, c'était l'empire du mensonge et que le langage de la diplomatie était le langage du mensonge. Il nous a expliqué évidemment ce que sont ces grandes conférences diplomatiques internationales et en particulier les pourparlers de Minsk, que ce soit ceux de la fin du mois d'août 2014 ou ceux qui viennent de se tenir. Il faut comprendre que pour qu'il y ait de véritables pourparlers de paix, il faut que les gens parlent le même langage et aient des agendas communs. Ce n'est pas le cas à Minsk. Je vais vous en donner un exemple par exemple. Lorsque les partis qui sont confrontés parlent par exemple des forces étrangères, pour les Russes et les républiques de Lugansk et de Donetsk, il s'agit des mercenaires Blackwater, il s'agit des bataillons spéciaux néofascistes organisés avec des volontaires venus de nombreux pays européens par les oligarques ukrainiens. Mais pour les médias de l'OTAN par exemple et pour Poroshenko, Merkel ou Hollande, les forces étrangères, ce sont les soi-disant forces russes au Donbass. Je tiens à dire qu'il n'y en a pas, il y a par contre de nombreux volontaires. Ils sont là évidemment venus se battre, comme étaient venus se battre dans l'Espagne de la guerre civile contre Franco, les volontaires des brigades internationales. Que constater à Minsk, c'est que le principal pyromane, les USA, ne sont pas là, évidemment. N'est pas là non plus ce que j'appelle le parti de la guerre au sein de l'Union européenne, c'est-à-dire l'ensemble de pays, Pologne, Roumanie et pays baltes, menés par Donald Tusk, qui est le président de la Commission européenne, ancien domestique de Madame Merkel. La famille de Donald Tusk a été mobilisée dans la Wehrmacht pendant la Seconde Guerre mondiale. Il faisait partie de ces Polonais pro-germaniques que les nazis jugeaient dignes de devenir un jour citoyens allemands. Tusk a bâti toute sa carrière dans la russophobie, l'allégeance à l'OTAN et l'allégeance à Berlin. Eh bien, ces gens-là n'étaient pas représentés. Alors, Luc Michel, quel était le but de ces accords de Minsk? Pourquoi un tel battage médiatique et une telle pression sur les participants? Quel était le but? Pourquoi a-t-on fait cette course en essayant de tordre le bras à Vladimir Poutine? C'est qu'il s'agissait de sauver le soldat Poroshenko. En effet, il y a maintenant 20 jours, l'armée ukrainienne a lancé une grande offensive pour attaquer les républiques de Donetsk et de Lugansk, et ça s'est de nouveau mal passé. C'est-à-dire qu'elles ont été immédiatement défaites sur le terrain, et une contre-offensive victorieuse a été menée par ce que les Russes et moi-même nous appelons d'un terme précis l'armée populaire de libération, c'est-à-dire l'armée du Donbass, les forces et les milices de la DNR et de la LNR. Cette contre-offensive a conduit notamment dans le nord de la ligne de front à une bataille autour de la grande ville de Delbatsevo et à l'encerclement des forces ukrainiennes. Cet encerclement, c'est celui d'un quart à la moitié des forces ukrainiennes, entre 8 000 et 15 000 hommes, des milliers de chars, de matériel, etc. Les médias de l'OTAN nous parlent chaque jour d'un encerclement presque réalisé. Je peux vous dire qu'il l'est
depuis les premières heures précisément qui ont précédé les pourparlers de Minsk. Il s'agissait donc pour Poroshenko et ses mentors occidentaux d'essayer d'arrêter ça par une trêve ou un cessez-le-feu. L'un des grands points d'achoppement à Minsk, ça a été les Occidentaux qui voulaient une trêve immédiate et les représentants de Lugansk et de Donetsk, qui étaient là, on l'oublie trop souvent, qui eux voulaient une semaine. Ils ont obtenu donc jusqu'au 15 janvier minuit, l'encerclement est en route. Vous savez qu'au soir de Minsk, Vladimir Poutine a conseillé aux soldats ukrainiens de se rendre pour bénéficier précisément des effets de la trêve. Voilà ce qu'il en est. Et ces accords, Luc Michel, règlent-ils concrètement quelque chose dans la crise actuelle? Écoutez, le problème des accords de Minsk, c'est qu'ils ne règlent rien. Non seulement le langage n'est pas le même entre les parties, la volonté de faire la paix, elle est quasi inexistante de tous les côtés, mais surtout n'est pas réglée. Par exemple, on a prévu une zone démilitarisée des deux côtés de la ligne de front, d'où serait retirée l'artillerie lourde, mais rien n'est prévu pour les troupes. Rien n'est prévu pour le fameux chaudron de Delbatsevo et les troupes qui s'y trouvent prévues. Rien n'est prévu sur le futur statut des républiques de Donetsk et de Lugansk. Poutine a avancé l'idée d'une fédéralisation, les Ukrainiens de statut spécial, etc. Il faut quand même dire quelque chose, Bachir. Si Poroshenko tentait dans les jours ou les semaines qui viennent d'imposer au Parlement ukrainien précisément ce statut spécial et l'amnistie des autorités de ces deux républiques autoproclamées, il serait sans doute renversé quasi immédiatement par les forces ultranationalistes qui ne contrôlent pas la majorité des députés, mais qui contrôlent toutes les forces paramilitaires que Poroshenko a imprudemment déployées à l'Est. Un homme attend en embuscade à Dniepropetrovsk, c'est l'oligarque Kolomoïski, c'est un des dirigeants du Congrès juif médial, c'est un oligarque, c'est un homme qui a pillé l'Ukraine, il a constitué des dizaines de bataillons spéciaux et il attend son heure, non pas au Donbass, mais à Kiev, bien entendu. Luc Michel, comment finalement interpréter donc Minsk? Qui sont les gagnants, qui en sont les perdants? Comment doit-on interpréter le résultat? C'est très simple. Tous les médias de l'OTAN, Libération à Paris, par exemple, qui dit finalement Poutine a gagné, c'est exact. Poutine s'est imposé. Nous avons entendu beaucoup de choses. Obama, le grand shérif, le pyromane lui avait fait la leçon au téléphone. Hollande disait ce sera la guerre. On est très amusé de voir l'ancien Flamby se prendre pour un seigneur de guerre. Madame Merkel se voulait sévère, mais tous ces gens-là, dans la réalité, ont peur. Il y a précisément une grande étude qui vient d'être faite par un organisme spécialisé qui précise que l'armée russe reste la force militaire la plus importante du continent. Poutine, évidemment, ne s'est pas laissé impressionner. On ne fait pas chanter Vladimir Poutine. Et donc, il apparaît comme le grand vainqueur de ces accords. Libération a même dit, mais il ne faut pas tout prendre pour argent comptant, mais il faut quand même le citer, que les séparatistes exultaient. Ailleurs, que s'est-il passé, Bachir? C'est assez simple. Eh bien, tout d'abord, les États-Unis, l'armée américaine, a déjà commencé à organiser l'entraînement des forces ukrainiennes. Donc, Minsk n'a servi à rien de ce côté-là. Et deuxièmement, le parti de la guerre l'a emporté lors du sommet de Bruxelles qui s'est tenu le lendemain des négociations de Minsk et où on a déjà décidé que ce lundi, les sanctions anti-russes économiques seraient maintenues. Madame Merkel, ralliée au parti de la guerre, a elle aussi parlé de nouvelles sanctions. Derrière tout ça, il y a le fameux Donald Tusk, le germano-polonais, qui sert de chien courant à l'impérialisme américain. Et la suite de tout cela, Luc Michel, pouvez-vous nous faire quelques prévisions? La suite, Bachir, la suite, eh bien, il va falloir voir comment les choses vont évoluer. La situation militaire dans le chaudron de Delbatsevo,
où l'armée de libération populaire du Donbass fait le forcing pour mettre un terme à la présence militaire ukrainienne et capturer donc au moins le quart de l'armée ukrainienne. Il faudra voir aussi, parce que tout ne se passe pas en Ukraine, ce que va donner la prochaine visite de Vladimir Poutine à Budapest. Il va rencontrer Viktor Orban et essayer de rallier le régime hongrois qui est déjà rallié idéologiquement à l'eurasisme, qui critique Bruxelles, qui veut développer une démocratie non libérale qui s'inspire idéologiquement de la démocratie souveraine russe de Poutine. Il va falloir voir comment ça va se passer là-bas, en sachant que les Occidentaux, Madame Merkel était elle aussi à Budapest il y a quelques jours, sont les parrains d'une tentative de Euromaïdan à Budapest à la hongroise. Un Euromaïdan du goulash, peut-on dire. Et la situation, Luc Michel, de Poutine et de la Russie, pour conclure, comment se porte-t-il? Il va falloir évidemment également voir comment les choses vont évoluer. Je voudrais pour terminer, Bachir, vous dire un mot sur la situation elle-même de Poutine et de la Russie, parce que c'est le point de vue de la Russie, la géopolitique vue de Moscou, qui est une des données principales de l'équation ukrainienne. Il y a en ce moment une offensive médiatique d'une série de groupuscules. Tous se rallient autour d'un agent occidental qui s'appelle Édouard Limonov. C'est le dirigeant du groupuscule L'Autre Russie. C'étaient les gens qui, en 2004, soutenaient la révolution orange à Kiev et voulaient faire la même chose en Russie. Ils ont tenté une révolution de couleur en 2011-2012 en Russie. Elle a échoué. Autour d'eux, il y a une série d'activistes déclassés, notamment, hélas, à Paris, dans des milieux qui pensent qu'ils soutiennent le Donbass alors qu'ils servent une opération anti-russe des services secrets de l'OTAN. Il y a également à Moscou une série de blogueurs avec des gens qui se nomment notamment El Mourit et qui sont proches du fameux Igor Girkin, l'ancien Strelkov, qui a commandé les armées du Donbass au début de l'insurrection. Tous ces gens se veulent plus nationalistes que Poutine, prétendent qu'il ferait mieux. Ils se trompent. Je voudrais simplement leur dire une chose. Il y avait une Yougoslavie, la troisième Yougoslavie, qui était dirigée par un homme fort comme Vladimir Poutine. Un homme fort mais raisonnable avec les pieds sur terre. C'était le président Milosevic. Je l'ai soutenu et je n'ai jamais regretté de l'avoir fait. Il a été renversé en octobre 2000 dans le cadre de la première des révolutions de couleur organisées par les Occidentaux, précisément, Bachir, par les ultranationalistes serbes. J'avais à l'époque, je me suis fâché avec beaucoup de gens à cette époque-là. Je ne regrette pas non plus de m'être fâché parce que travailler avec des imbéciles ne m'intéresse pas. Eh bien, je leur avais expliqué simplement que la Yougoslavie était la clé de la liberté des peuples serbes, des populations serbes, et que Milosevic renversé, eh bien, cet ultranationalisme conduirait à tout perdre. Ils ont aujourd'hui tout perdu. Ils ont perdu le Kosovo, ils ont perdu le Monténégro, et ça ne s'arrête pas, puisqu'il y a maintenant des mouvements dans la partie des minorités hongroises de Serbie, qui est la Voïvodine. Voilà ce qui se passe. Poutine, c'est un homme qui sait ce qu'il fait. Depuis les débuts de la crise ukrainienne, il a mené le bateau russe avec certitude et fermeté. Disons tout de suite une chose à propos de Minsk, parce que c'est une victoire définitive pour Poutine. Plus personne n'a osé discuter du statut de la Crimée. Plus personne, Poroshenko compris, n'a osé revendiquer la Crimée. La Crimée est russe, elle va le rester. Eh bien, ce que fait Poutine en Donbass, à Lugansk, à Donetsk et ailleurs, c'est le maximum de ce qui est possible sans déboucher sur une guerre, non seulement une guerre en Ukraine, mais une guerre mondiale. Merci Luc Michel pour